Mesdames et messieurs, bonjour à mon tour. Et je ne vous souhaite pas la bienvenue parce que ça fait quand même un moment que vous êtes là. Merci Anne de l'organisation de ce colloque. Et donc nous allons aborder la deuxième partie, la deuxième demi-journée, et donc en fait la troisième partie de ce colloque. Deuxième demi-journée, ce matin c'était le premier objectif de la loi, c'est-à-dire l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, et cet après-midi, eh bien c'est le deuxième objectif de la loi, c'est-à-dire l'amélioration et l'accélération surtout des procédures d'indemnisation qui ont imposé aux assureurs un certain nombre d'obligations. Cet objectif d'amélioration des procédures et d'accélération de procédures d'indemnisation a une incidence, notamment sur les pratiques médico-légales, en ce sens que les compagnies d'assurance ont bien entendu usé de leur influence sur le droit de l'expertise médicale. Et pour adresser une offre d'indemnisation, eh bien l'assureur il doit passer par une étape qui est l'expertise médicale ou l'examen médical, plutôt que l'expertise. Examen médical de la victime de l'accident de la circulation, il faut donner une mission, former des médecins conseils. La loi Badinter leur a donné les moyens d'influer bien sûr sur les pratiques médico-légales dans l'ensemble des contentieux du dommage corporel et également dans les contours des postes de préjudice et sur les questions d'imputabilité également. Alors pour évoquer cette influence des compagnies d'assurance sur l'expertise médico-légale, Aurélie Covio, avocate spécialisée de la NADAVI qu'on ne présente plus, va envisager notamment le risque d'un médecin, ce sera sa conclusion, qui se substitue au juge. Pour pas dépasser. Je remercie tout le monde, j'ai que 20 minutes, plein de choses à dire et j'ai l'injonction de ne pas parler trop vite. Alors autant vous dire que voilà, top chrono, c'est je l'ai mis. Voilà. Assez rapidement sur l'influence de la loi Badinter, effectivement, rétrospectivement, on se rend compte de l'influence qu'elle a eue en imposant deux choses. Mais surtout le principe de l'examen médical. Alors, j'ai relu avec attention les débats parlementaires. On n'a jamais parlé d'expertise, d'ailleurs, ni dans la loi du 5 juillet 85, ni dans les travaux parlementaires. On n'a jamais parlé que d'examen médical. Petit élément de contexte, au moment de la loi, c'est évident, il y a déjà le souhait, c'est pas un souhait d'ailleurs, c'est exprimé, de ne pas laisser la victime en tête-à-tête avec l'assureur, c'est tout au long. On voit bien qu'il y a eu des contre-fous qui ont été posés, mais au moment de la loi, manifestement, on considérait que la médecine était une science exacte. Et que finalement, il y a eu peu de contre-fous qui ont été posés à ce moment-là. C'est en tout cas, je pense, l'analyse que moi j'en ai faite. Alors, si mon iPad se ferme, j'ai tout mis dessus, je vais perdre du temps. Globalement, je vais vous faire toutes les influences sont de trois ordres. Je vais vous passer les discours introductifs. Il y a les barèmes d'évaluation. Je les évacue tout de suite pour deux raisons. C'est que l'examen montre qu'à partir de 1980, qui est la date de publication au concours médical du premier barème digne de ce nom, d'évaluation donc de déficit fonctionnel, qu'on aurait dit maintenant à l'époque où c'était pas le temps qu'on employait, c'était évidemment incapacité. On voit déjà, vous allez m'excuser l'expression, mais vous savez de quel côté je suis, les assureurs à la manœuvre. Donc ça a commencé avant la loi Badinter et ça va jusqu'en 2025, mais comme il y a un colloque le 28 juin qui aura lieu, je vous conseille, qui est organisé par l'ANADOC, je vous conseille de vous rendre à ce colloque et je vais passer la question des barèmes en tant qu'instrument d'influence. En réalité, il y a deux éléments majeurs qui apparaissent. C'est d'abord les missions d'expertise et d'autre part la formation. Les missions d'expertise, alors je me suis beaucoup amusée, j'ai tout fait depuis la loi Badinter. Assez curieusement, la loi Badinter ab initio a eu un effet extrêmement positif, c'est-à-dire que les premières missions qui ont été faites, la première mission était d'abord commune aux assureurs, c'est 1987. On a une mission qui a été commune au ministère de la Justice et avec les assureurs. Il y a une mission commune et on avait les mêmes missions en judiciaire et en amiable. Et donc, il y a vraiment eu un effet positif au début de la loi Badinter qui a, au contraire, assaini les pratiques en disant, écoutez, on va faire la même mission. On a exactement la même chose qui s'est passée sur la mission gros handicap qui a eu lieu, elle, en 94. Bon, je vous passe les fioritures, il y en a plein. Bon, voilà, mais bon, je vais aller à l'essentiel. La bascule, alors ça a commencé un peu avant, mais je vous passe les détails. La bascule énorme qui a eu lieu, elle a débuté avec la nomenclature d'Antillac. Nomenclature d'Antillac, on est en 2006. Il y a immédiatement
la particularité d'introduire de nouveaux termes médico-légaux, de nouveaux postes de préjudice, mais en réalité de nouveaux termes médico-légaux. Donc on va parler du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire, avec la prise en considération des éléments qui tiennent à la vie personnelle, les impacts dans la vie personnelle de la victime, et plus uniquement basés sur les arrêts de travail. Je ne vais pas vous faire l'historique, mais avant on était sur ITT, ITP, donc l'incapacité temporaire de travail totale, l'incapacité temporaire de travail partielle, qui était basée uniquement sur les arrêts de travail. La première mission qui a été faite donc en 2006, qui est la première mission à Redoc, qui a été créée en 1996, qui a eu une influence avant, mais on va commencer en 2006, on voit immédiatement les influences qui apparaissent avec les redéfinitions de... Alors, déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, nous dit la DINTIAC, là on passe à la GTT, c'est-à-dire qu'on passe tout de suite à la sémantique. Bon, voilà, le débat de sémantique, c'est pas la même chose. Donc la nécessité de redéfinir les postes va amener à une politique de pédagogie et d'influence, et également l'introduction de nouvelles méthodes. Typiquement, ce qu'on appelait à l'époque la GTP, d'ailleurs qu'on continue à appeler la GTP, la gêne temporaire, moi je déteste les acronymes, je me plante une fois sur deux, mais qui remplace le déficit fonctionnel temporaire chez les assureurs dans l'émission à Redoc, vous la voyez écrite dans la gêne temporaire, quelqu'un m'aide, les praticiens là, la gêne temporaire partielle, je ne me suis pas dit de bêtises, temporaire et totale, donc c'est ça, la gêne temporaire, et là vous avez l'introduction de la forfaitisation qui apparaît, vous avez les classes, classe 10, classe 25, je ne les connais jamais, classe 50, classe 75%. 1, 2, 3, 4. Qui n'a aucune, mais absolument, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'occasion qui fait le larron, il n'y a aucune justification à ça. Ce qui permet également, c'est merveilleux, ce qui permet également l'introduction de la part personnelle, de l'incidence personnelle dans le déficit fonctionnel, immédiatement, ça aboutit à l'inverse de ce qu'avait décidé, en tout cas ce qu'avait imaginé la commission DINTIAC, qui était de dire on ne tient compte que du travail, mais il n'y a pas de raison qu'on ne tient pas compte de l'incidence dans la vie personnelle. On vous dit, bah oui, vous avez une jambe cassée, mais vous pouvez travailler, donc vous n'avez pas d'incidence totale. Évidemment, et ça pose un problème quand vous ne pouvez pas sortir de chez vous. C'était exactement l'esprit de la commission DINTIAC, me semble-t-il, quand je relis les travaux. Immédiatement, avec la mission 2006, la mission à Redoc 2006, ce que l'on voit immédiatement, c'est, ah ben non, attention, si il vous reste une part personnelle et qu'elle vous est acquise, ça ne va pas augmenter, ça va diminuer. Donc typiquement, quand vous aviez 2 ans d'arrêt de travail auparavant, vous aviez 2 ans d'incapacité temporaire totale. Après la nomenclature DINTIAC, non. Il vous reste une part personnelle, puisque vous pouvez être chez vous, vous pouvez regarder la télé, vous pouvez lire un livre. Donc là, on n'est plus du tout sur de l'incapacité totale. On parle sur de la gêne temporaire qui n'est plus totale mais partielle, et comme vous n'êtes pas hospitalisé, de façon hospitalisation, maintenant c'est que 100%, et donc de façon tout à fait subreptice, on voit apparaître exactement une interprétation contraire à l'esprit de la DINTIAC, et en plus en rajoutant de la forfaitisation, ce qui est quand même, dans le droit français, un peu surprenant. Donc ça c'est pour ce poste-là. Alors il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les faire, mais celui-là il est assez intéressant. Frédéric Duval, je ne sais pas s'il est encore là, avait inventé le préjudice de rétablissement, à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas... on réparait l'accident du travail, donc on était à 100%, et puis après, jusqu'à la consolidation, il n'y avait plus rien. Donc pendant les deux, il n'y avait rien. Donc ça, c'est les effets quand même de 2006. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine... dans l'adaptation de la mission et au prétexte de former les experts et de leur dispenser un outil qui soit un outil que tous puissent utiliser, et dans la pédagogie, on voit quand même qu'on a réussi à faire passer des choses assez surprenantes et qui ne correspondaient pas au texte. Il est bien évident que cela n'est possible, que le consensus est énorme. Hein. Sinon, ça ce sera l'objet de ma conclusion. Alors, je vais passer toutes les difficultés et toutes les suites de missions. Il s'est trouvé quand même qu'à un moment donné, le droit... Les assureurs, on peut dire les assureurs, je vais les appeler comme ça, en tout cas les régleurs, se sont fait rattraper par la patrouille, parce qu'à un moment donné, ils se sont fait prendre les doigts, et à un moment donné, il s'est passé que la Cour de cassation a rappelé quand même que, ce sera détaillé ensuite, une offre incomplète, c'est une offre qui génère une pénalité qui peut valoir extrêmement cher quand la danse a duré longtemps et que le pas de deux n'était pas forcément partagé.
Résultat des courses, on s'est retrouvé avec des intérêts majorés absolument faramineux parce qu'il n'y avait pas de préjudice d'agrément. Et je vous rappelle qu'on était contre allégène dans la mission parce que la mission disait uniquement, à l'inverse de la jurisprudence, impossibilité et pas limitation. Le préjudice sexuel n'était pas dans la mission, donc on a les offres incomplètes, pas de préjudice sexuel. Et le clou, j'ai envie de dire, pour nous, en tout cas praticiens, était de voir qu'il y avait des gènes qui étaient manifestes avec du béquillage, etc., etc. Et donc pas de tierce personne, alors qu'on voyait bien que les gens avaient besoin de tierce personne. Donc on a eu toute une série de cassations, enfin d'arrêts de magistrats qui ont quand même bien vu un peu qu'il y avait une difficulté dans la mission et qu'il y a eu énormément de condamnations qui ont eu lieu pour des offres incomplètes. La mission 2023. Alors si vous avez quelque chose à lire, allez lire la mission 2023 et ses commentaires, ses 49 pages d'explications. Et là, alors il y a des choses qui sont bien, hein. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a quand même des choses qui sont extrêmement surprenantes. Et là, vous avez un catalogue d'éléments sémantiques, de réassurance du médecin, qui vont même... quand je dis de la réassurance, je vais vous dire des extraits, c'est vraiment de la réassurance, et du fait d'éviter, en tout cas, toute discussion, voire d'empêcher, avec les éléments de langage qui vont bien, toute discussion avec les juristes. Alors, je vais simplement vous lire l'introduction de la page, je n'ai pas noté la 3, mais de la mission 2023. L'expert. Alors, l'expert, ça n'existe pas, l'expertise en droit français. Enfin, l'expertise, elle n'existe pas. Hein. Loi Badinter, c'était examen médical, et on n'a jamais parlé d'expertise. Là, on ne parle plus que d'expert. L'expert va procéder à une analyse de l'imputabilité, c'est la pierre angulaire de l'expertise. La pierre angulaire du dommage corporel. C'est le cœur de la mission et le métier de l'expert, sa plus-value. Rappelons que la victime est tenue d'apporter la preuve du lien direct et certain de l'accident d'une part, des lésions et des séquelles d'autre part. En droit commun, le dommage pour être réparé doit être direct et certain, sinon il faut, selon la jurisprudence, des présomptions graves, précises et concordantes pour qu'une relation soit admise. Alors là, je vais vous passer voilà, je vais vous passer les éléments de langage que vous avez tous perçus. Se pose d'abord une question, c'est le droit de la preuve. Je suis une juriste un peu tâcheronne et j'avoue que je vais assez régulièrement consulter le Code civil. Il me semble, et sans être pouvoir démenti, Légifrance me l'a confirmé, que l'article 1358 du Code civil dit que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. On s'aperçoit qu'en réalité, pas du tout. Alors vous allez voir les pages 5 à 10, j'ai lu absolument toute la mission, c'est absolument... on vous dit tout ce que doit apporter, ou est censé apporter la victime. Ce qu'elle n'apporte pas, parce que la plupart du temps, je ne sais pas si vous le savez, mais... on a des difficultés de service public, avec, pas seulement avec la justice, mais avec les hôpitaux, et qu'il y a plein de documents qu'on n'arrive pas à voir, même quand on saisit la CADA. Mais pas ceux. Donc, vous avez toute une liste de documents qui doit être arrivée. Et je vais vous donner un exemple qui est tiré d'une expertise personnelle qui ne s'est pas réalisée une fois, mais 2 fois. Dans lequel j'ai une victime qui a, peu importe... une séquelle orthopédique et qui a un compte-rendu opératoire qui dit doit porter ses béquilles pendant 6 semaines. Et j'ai un compte-rendu qui dit ensuite, oui, à tel moment, on arrête les béquilles. Je n'ai pas la prescription des béquilles. Et que croyez-vous qu'il arriva? Il n'y a pas de béquillage et je n'ai pas de tierce personne temporaire parce que je n'apporte pas la preuve de la prescription de la béquille. Attention, la prescription de la béquille. Sachant que je ne vois pas à quel titre on me prescrirait des béquilles, puisque maintenant les béquilles, on vous les achète, et si vous n'en avez pas besoin, il n'y a aucune notion qu'on vous la prescrive. Vous n'avez pas de raison pour faire cette prescription. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire, ça c'est un exemple, mais il faut savoir qu'en psychiatrie, si vous n'avez pas les médicaments qui vont bien, on va vous dire que vous n'apportez pas la preuve de votre préjudice. C'est-à-dire que c'est la preuve du soin qui va apporter la preuve du préjudice. Et ça, tous les gens qui ont été en expertise, notamment psychiatrique, le savent. C'est-à-dire que si vous allez... La première chose que je dis à mes clients, excusez-moi, je vais être pratico-pratique, comme le disait Anne, c'est si on vous propose une prescription, vous n'achetez pas les médicaments, mais vous prenez la prescription. Ce qui est ridicule. Ce qui est ridicule. Donc, non, mais même si on les achète pas... Oui, alors, voilà. Donc, on est vraiment arrivé sur une recevabilité de la preuve, et c'est la molécule qui va prouver l'existence. Alors, ça, c'est du vécu, enfin, ça paraît très engagé, mais je peux vous assurer que pour les praticiens qu'ils ont ici, ils y ont eu droit. A contrario, attention pour l'arrêt de travail. Alors, un arrêt de travail, a priori, vous les produisez. Vous irez lire la page 21 de la mission arrêt doc. Le certificat médical ne peut être... Ah non, ça c'est le certificat médical. Je vais vous le passer. Je l'ai mis. Enfin, je vais pas vous dire. Sachez, en tout cas, je l'ai préparé. Ouais, j'ai pas tout fait, toutes les copies, mais vous irez voir sur ce qu'il est dit sur le... Je vais vous le retrouver parce que non, mais franchement, c'est croustillant. Non, mais je vais vous le donner, c'est croustillant.
J'ai croustillant sur les arrêts médicaux. Bon, non, je ne l'ai pas, tant pis. Enfin, vous irez voir, vous verrez qu'on explique très gentiment aux médecins qu'il peut y avoir, s'agissant des arrêts de travail, des pathologies interrécurrentes, et que ce n'est pas parce que c'est marqué en lien avec l'accident en date du temps qu'il ne faut pas s'interroger sur la pertinence des arrêts de travail. Donc, à contrario, quand vous avez un certificat, une attestation d'un arrêt de travail, donc une prescription médicale d'arrêt de travail, là, à contrario, on interroge sur la preuve que vaut cet arrêt de travail et sur la pertinence de son imputabilité à l'accident. Alors moi, ça me pose quand même quelques difficultés encore sur le droit de la preuve. Comme je suis vraiment une juriste tâcheronne et que, en plus, la deuxième chambre civile vient nous dire que en cas d'examen médical, on n'a pas le droit à l'avocat. Je rappelle quand même, parce que là, si on fait du droit de la preuve, faisons du droit de la preuve. Je rappelle quand même qu'un article, un arrêt de l'Assemblée plénière en date du 22 décembre 2023 prévoit que dans le procès civil, la déloyauté de la preuve ne s'oppose pas en soi à son administration. Donc, à force de jouer à ce jeu-là, on va arriver à faire en sorte qu'on ait des victimes qui ne sont pas toujours représentées par un avocat, qui ne sont pas systématiquement assistées d'un médecin conseil et qu'il n'y a pas systématiquement de double en tête, mais ça je vais revenir sur ce problème-là, on va arriver au fait qu'il y a un tel climat qu'on va se retrouver avec ce genre de problématique et que, voilà, je rappelle quand même qu'au droit de la preuve, les victimes peuvent aussi à un moment donné sortir discrètement leur téléphone et faire des enregistrements. On aurait droit à de jolies choses à mon avis. Mais le clou, mais vraiment le clou du spectacle, c'est l'imputabilité. Alors, l'imputabilité, je ne vais pas revenir sur les états latents, les états patents, les prédispositions pathologiques. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dispensées avec beaucoup de talent par des gens beaucoup plus compétents que moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la mission Aredoc est totalement contralégale. Mais totalement. Elle dit exactement l'inverse de ce que dit la Cour de cassation. Alors, parlons d'influence, je vais quand même dire, pour la petite blague, que la GIVAT a repris la même mission que la REDOC et qu'elle s'est retrouvée pas très longtemps à nous dire au mois d'avril dernier « Ah bah oui, on va changer notre mission ». Sachez aussi que le projet DataJust reprenait exactement la même mission à REDOC en reprenant les prédispositions pathologiques. Bon, le projet est abandonné depuis. Donc on voit quand même l'influence que peut avoir un outil de ce genre qui n'est destiné qu'à des médecins conseils. On peut voir combien ça peut faire tâche. Alors, sur l'imputabilité, alors je vais pas vous rappeler les éléments de réassurance, tant pis, je sais plus, on verra. Alors, je vous rappelle, voilà. L'analyse de l'imputabilité est une authentification, une formalisation de la preuve et du lien direct. L'expert doit établir un lien, je vous passe tout. Il n'appartient pas à l'expert d'interpréter le principe juridique de la causalité, ce principe découlant d'un raisonnement juridique. Donc même si vous êtes présent, un avocat est présent et dit mais ce que vous dites imputable, ça ne correspond pas du tout à la définition, on fournit même les éléments de langage, c'est super à la mode, c'est vachement plus important que le droit quand même d'avoir des éléments de langage, on fournit les éléments de langage à l'expert pour vous dire maître, vous vous expliquerez un autre jour, mais moi j'en ai rien à faire de vos arguments. Donc l'imputabilité, voilà, ça c'est... Bon, je vais aller assez vite parce que je vous rappellerai aussi, allez voir, hein, appel au sapiteur, c'est uniquement s'il y a un problème d'imputabilité. Donc les préjudices psy évalués par des phlébologues, sans dire de nom, on voit ce que ça peut donner, ça pose pas de problème dans la mission à REDOC. Ah non, mais c'est une histoire vraie, j'ai des noms. Hein. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est la réalité, quoi. Voilà, alors je vais faire du droit, parce que avant de finir, je vais conclure. Le problème, c'est que le droit de la preuve, il y a le droit de la preuve, puis il y a le droit du procès équitable. Alors il y a quelques petits principes en droit français, donc juriste tâcheron, j'ai été les chercher. Alors l'expertise, elle n'existe pas. L'expertise en droit français, elle n'existe que pour l'expertise judiciaire, avec des règles qui existent, avec un pré-rapport, avec des règles, avec un dire, avec un médecin, avec un juge du contrôle des expertises qu'on peut aller invoquer, etc. Quid d'une expertise prétendument amiable, dans laquelle la mission, on ne peut pas la changer. Donc on va voir un juge, on a une mission judiciaire, j'ai tel problème, etc. Qu'on ne peut pas changer, qui est immuable, et dont l'autorité d'une partie dépend uniquement de la qualité de régleur. Je me pose vraiment un problème sur l'équité des preuves. Alors j'ai été voir le Conseil de l'Europe. La mission du Conseil de l'Europe, c'est que le principe de l'égalité des armes est l'un des éléments inhérents à la notion de procès équitable. L'égalité des armes veut que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. L'égalité des armes a pour but d'assurer l'équilibre entre les parties de la procédure en garantissant tout document, etc., etc. Alors, moi, je me pose un vrai problème. Est-ce qu'on peut parler d'une expertise amiable quand on considère que le fait d'être un régleur confère une autorité telle que vous n'avez pas le droit de discuter la mission? Il n'y a aucune raison que ça n'arrive. En droit pur, sincèrement, en procédure civile, je ne comprends pas à quel niveau on est arrivé dans ce problème de la mission et qu'une partie exactement sur le même point que l'autre partie.
à quel titre une victime n'aurait pas le droit de dire mais ce que vous dites c'est pas vrai et tenez compte de mes pièces, etc., etc. Et non, on a effectivement tous les éléments de langage en lesquels je suis expert, etc., etc. Qui n'est pas. Donc voilà, donc je ne vais pas dépasser mon temps, vous avez compris ma problématique, mais c'est vrai, alors c'est pas un problème personnel avec des experts, hein, il y a plein d'experts avec qui ça se passe bien, voilà, c'est pas un problème d'experts, c'est un problème de système, et c'est vrai que cette espèce de délégation de contentieux qui est considérable, avec en plus des contrats d'assurance obligatoires, donc qui est imposé, je peux comprendre qu'il y a une délégation qui a été faite et que ça a un coût, donc je peux comprendre, mais jusqu'à quel point se pose le regard de l'influence de ce que j'appelle moi le droit des compagnies, c'est-à-dire qu'on ne fait plus du droit, mais à un moment donné on n'est plus que dans le droit des compagnies par rapport à l'expertise. Et maintenant on voit, je vais citer Aredoc parce que c'est celui qui œuvre le plus, mais maintenant on les voit dans les... vous allez voir les formations qui sont assurées en responsabilité médicale, etc. Et on se retrouve avec exactement les mêmes pratiques où on vous dit on va faire une expertise amiable, et l'expertise amiable, vous avez ce qui détermine le cadre et le contenu est uniquement déterminé par l'assureur. Je considère, en bonne juriste un peu bête, je considère qu'on est en pleine violation de l'égalité des armes et qu'au prétexte d'une délégation, et bien finalement on a délégué un peu plus que la mission et la formation et que là on arrive à déléguer du droit. Et effectivement, quand vous avez ce type de mission où on vous dit non c'est pas recevable, c'est-à-dire qu'on se passe sur le point de la preuve, c'est le médecin qui dit si une preuve est recevable ou pas, et qu'il va considérer que le raisonnement de la Cour de cassation n'est pas un principe dont il doit tenir compte, je considère qu'effectivement on arrive à une situation où le médecin se substitue au juge. Je crois que je suis juste dans les temps. Merci beaucoup pour ces éclairages. Et je vais juste dire que j'ai une fois fait une intervention devant un amphithéâtre de médecins conseils d'assureurs. Et j'ai un témoin ici même, d'ailleurs, qui s'en souvient très bien, c'était à Tours, où j'ai expliqué la différence entre l'imputabilité médico-légale et la causalité juridique. J'ai cru que j'allais prendre des pommes et des tomates, des œufs, enfin tout un tas de choses, parce que c'était redoutable, c'était vraiment impressionnant. Bref, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les médecins de comprendre l'idée de la causalité que nous, les juristes, nous avons. Alors, une information quand même sur le plan judiciaire, c'est que l'Observatoire des litiges, vous savez, c'est un organisme qui dépend du service du SDER de la Cour de cassation, du service de documentation d'études et de recherche, a fait une étude sur les missions qui sont alors en référé, là, du coup c'est différent, et surtout entre les avocats de victimes qui arrivent avec la mission Anadoc et l'avocat d'assurance qui arrive avec la mission Aredoc. Et laquelle des deux on prend ? 85% des décisions des juges des référés ordonnent une mission Anadoc. Voilà, donc c'est vous dire que l'information... Non, mais c'est quand même intéressant de voir voilà, comment les choses évoluent aussi de ce côté-là. Alors, au-delà, après donc l'expertise médicale, les compagnies d'assurance entendent également influer sur l'évaluation financière de l'indemnisation. Et on a un article 26 de la loi Badinter, qui est codifié à l'article L211-23 du Code des assurances, qui dispose que, sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. Et c'est dans la suite de ce texte qu'un décret du 18 mars 1988 a permis la création par les assureurs du fichier de l'AGIRA. Mais alors, qu'est devenu ce fichier? Et ça, c'est Christophe Kézeler-Brunins, professeur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, qui va nous en parler, en essayant de mobiliser des concepts d'économie de droit, d'insister sur l'importance de ces statistiques, et dont le propos nous invitera ensuite à réfléchir à l'hypothèse des assureurs s'ils ne respectaient pas leurs obligations. Qu'est-ce qui se passerait? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chère Anne, d'avoir organisé ce colloque qui est déjà passionnant. C'est déjà une belle réussite. Il y a eu beaucoup de droit. Pour vous reposer, je ne vais presque pas vous parler de droit. Je vais vous parler de maths. Je sais, c'est un peu étrange comme sujet. Mais en même temps, je me souviens très bien du moment où Anne m'a demandé d'intervenir. C'était happy hour et après une pinte. Moi, je refuse plus rien du tout. Donc, on parle du fichier des victimes indemnisées. On va faire un petit détour par l'analyse économique du droit et par une opposition classique entre ce qu'on appelle un joueur récurrent et un joueur occasionnel. Qui serait, dans notre propos, un joueur récurrent? C'est l'assureur
qui serait un joueur occasionnel, c'est d'abord et avant tout la victime. Pourquoi? Parce que la victime, on est victime, allez, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans sa vie, si on a vraiment la poisse, pas beaucoup plus. L'assureur, lui, brasse des milliers de dossiers, c'est son travail. Souvent, l'analyse économique du droit évoque... j'ai déjà mis sur mon profil LinkedIn le diaporama, notamment pour ceux qui sont à distance, si jamais ça vous intéresse. Souvent, l'analyse économique du droit évoque la question de la compensation des gains et des pertes. S'il y a un assureur s'en sort mal pour une décision, il fera mieux la prochaine fois, c'est pas grave, tout cela, ça va être compensé. Évidemment, pour une victime, elle joue 1 fois en principe, ou peu de fois, donc ça ne fonctionne pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la dissymétrie dans l'accès à l'information. Et là, le joueur occasionnel, ce n'est plus tellement la victime, mais c'est son avocat. Alors bien sûr, même quand on a un très beau cabinet, on a plein de dossiers, etc., mais on reste quand même avec une toute petite preuve statistique, parce qu'on va avoir quelques dizaines de dossiers par an, même après quelques années d'exercice, ça fait toujours pas grand-chose par rapport à la puissance statistique des sociétés d'assurance. L'idée de la loi Badinter, on en a déjà parlé, c'est de favoriser la résolution amiable. Donc on peut s'amuser à hasarder quelques équations. J'avais promis, j'avais prévenu. On pourrait dire que si l'on calcule l'espoir de gain ou d'économie en cas d'action en justice, parce que ça s'applique tout autant à l'assureur qu'à la victime et à son avocat. Donc si je vais en justice, je vais avoir combien de plus ou combien de moins ? Que je déduis les risques de perte de l'action en justice, que j'enlève encore le coût de la procédure, il faut que le résultat de tout cela, si le résultat de tout cela est inférieur au coût que j'attribue au temps qui passe, parce que l'action en justice va forcément être plus longue, eh bien, je vais être incité à transiger. Alors que si j'estime, au contraire, que par exemple, parce que mon espoir de gain est très élevé, ça vaut le coup d'attendre, même en ayant réduit tout le reste, les risques de perte, les coûts de la procédure. Si mon espoir de gain est très élevé, eh ben je vais attendre pour espérer que le juge me donne enfin justice. Donc je transforme l'équation, ça revient, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de me le dire, de dire la moyenne des décisions dont on déduit l'offre que j'ai reçue ou que je pourrais obtenir si je continue à négocier. Ça correspond à l'espoir de gain, le risque de perte, moins le risque de perte, donc là typiquement les articles 700, etc., avec la probabilité d'avoir une perte, moins le coût de la procédure. Est-ce que c'est toujours inférieur à la valeur unitaire du temps multipliée par la durée de la procédure judiciaire? En ce sens, on peut dire que plus la justice est lente et plus on a intérêt à transiger, ça paraît logique, que la valeur unitaire du temps n'est pas du tout la même pour la victime et pour l'assureur. C'est une valeur qui est très élevée pour la victime. Elle a peut-être décaissé de l'argent, elle a peut-être des besoins pas couverts, elle a besoin de sauvegarder sa dignité, le temps qui passe l'affecte. Alors que pour l'assureur, ma foi, il a provisionné, certes, mais il a toujours l'argent. Et puis, des fois, non, je pense pas qu'il raisonne comme ça, mais si on était cynique, on dirait des fois que la victime a la bonne idée de décéder pendant ce temps, évidemment, c'est l'aubaine. Le coût de la procédure, je n'en parle pas. La probabilité d'avoir une perte, elle tend vers 1, c'est-à-dire ça tend vers une certitude grâce à la loi Badinter avec les sanctions de l'offre manifestement insuffisante ou de l'offre tardive. Je dis ça tend vers 1, c'est pas 1 parce que je vous rappelle que c'est pas d'office, il faut encore le demander pour l'obtenir. Les pertes, justement, du côté de l'assureur, il n'y en a pas tellement du côté de la victime. Les pertes, c'est justement la sanction de l'offre tardive ou manifestement insuffisante, donc le fameux doublement des intérêts, les 15%, etc. Mais revenons au tout début de l'équation, parce que c'est cela qui nous intéresse. Il faut parler de l'offre. Mais ce n'est pas forcément l'offre que la victime reçoit. C'est la meilleure offre qu'elle pourrait escompter de la part de cet assureur. Parce que si elle se dit « Ok, le premier document qui m'a été envoyé, je pense que je peux améliorer en exposant, en complétant mon argumentaire, etc., en insistant un peu. Mais je vais aller jusqu'où? Quelle sera la meilleure offre de l'assureur ?» Ça, la victime, elle ne le sait pas, alors que l'assureur, évidemment, lui, il le sait. Et la moyenne des décisions, qui les connaît? C'est quoi l'indemnisation moyenne d'une souffrance endurée à 4 sur 7? Pas si simple. Alors bien sûr, il y a des référentiels très bien faits, évidemment. Mais il y a d'autres outils. Mais les assureurs, eux, ils ont la connaissance de ceci. Dès lors, pour rétablir l'égalité des armes, le législateur s'est avisé de ce que l'amiable pouvait être favorisé. Favorisé ER.
ouais, mais ça c'est après les périodes de correction, vous savez, on perd sa syntaxe et son orthographe. Qu'à condition d'avoir des connaissances statistiques sur les décisions de justice et sur les transactions pour pouvoir véritablement faire cette différence entre qu'est-ce que donne la justice et qu'est-ce que donne la meilleure transaction possible. La réponse du législateur, alors c'est ce qui va devenir l'article 26 de la loi Badinter, que vous avez rappelé, Monsieur le Président, mais qui a commencé par un amendement de Jean Foyer, qui était à l'époque un article 22, alinéa 2. Il est procédé périodiquement à la diligence du gouvernement. Oh, on aurait déchargé les assureurs de le faire, c'est le gouvernement qui l'aurait fait, on ne sait pas quel service, à une publication des chiffres moyens des indemnités allouées par les tribunaux et celles ayant fait l'objet d'une transaction entre les victimes et les assureurs. Comment le gouvernement l'aurait su, je ne sais pas. Alors, pour la petite parenthèse, Jean Foyer voulait aussi, en outre, créer par décret une formule mathématique de calcul des dommages-intérêts à partir du taux d'AIPP. On vous rentre le taux dans la machine, ça vous sort l'indemnisation, ça fait rêver certains, ça donne des cauchemars à d'autres. Vous avez remarqué, ça n'a pas été retenu en raison de l'opposition de Badinter. Et donc tout cela va nous amener à la création de la JIRA. Mais je fais un petit focus sur la discussion parlementaire de l'amendement Foyer. On était en 1984. La moitié de cette salle n'était pas née, et il exposait son dessein disant « Le taux d'invalidité étant connu, toute victime pourrait se faire une idée de la qualité et de la valeur de l'offre d'indemnité proposée par l'assureur. » Avec ça, il justifie à la fois sa formule de calcul mathématique et la publication statistique. Badinter a écarté la formule mathématique, mais a dit « Je suis partisan de la publication périodique des chiffres moyens des indemnités allouées par les tribunaux. » Et Foyer a dit, avec les moyens informatiques, c'est désormais très facile. Lui, il pensait que DataJust allait marcher. On aurait dû lui dire, on aimerait retourner dans le temps pour lui dire non, c'est pas facile. Et Badinter a donc accepté la publication des indemnités pour les tribunaux et transactions, a pointé des problèmes qu'il a estimés surmontables de confidentialité, puisqu'évidemment les transactions sont confidentielles. L'assureur n'a pas à révéler en soi. Il doit le faire parce que la loi lui impose, mais il n'a pas à révéler les montants transigés. Donc il a refusé un système de calcul. Et donc il y a eu une transformation, vous lisez tranquillement. On a un soutien de la part du gouvernement et donc de Badinter, qui est de dire il faut cette publication, elle est à la diligence des assureurs, mais avec la supervision et le contrôle de l'autorité publique. La situation actuelle, c'est que nous avons deux formes de publication. Nous avons un rapport annuel de la JIRA. Alors, le dernier, il est paru au 1er janvier 2024, daté de 2023. Il concerne les dossiers en 2022. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus récent. 2022, c'était il y a quand même un moment, mais c'est une publication statistique avec des tableaux. Je vous en dirai du mal plus tard. Et on a aussi le fichier des victimes indemnisées. Il est mis à jour tous les 6 mois, il a 36 mois de profondeur, donc quand on le consulte, on n'a pas exactement ce que l'on a dans le rapport, et cela est normal, et il s'interroge avec cet outil en ligne, que j'ai un peu de mal à comprendre, franchement. On est obligé de rentrer un âge exact, pas une plage, un taux d'AIPP exact, même si on veut par exemple avoir un degré de souffrance, enfin l'indemnisation pour un degré de souffrance en durée. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Pourquoi tant de rigidité dans l'interrogation du fichier. Je voudrais que l'on discute ensemble, en 2 temps, de la complétude du FVI, est-ce que les assureurs mettent tout dedans, et aussi de la sincérité du FVI. Est-ce que par hasard, ils ne mettraient pas que les offres et les indemnisations les plus basses, histoire de tromper les chiffres? Ce n'est qu'une hypothèse à ce stade. Parlons d'abord de la complétude du FVI. Alors il y a une étude un petit peu ancienne, déjà en 1997, où on dit c'est que partiellement réalisé. Dans le cadre de mes activités de recherche, j'avais essayé de négocier avec, à l'époque c'était la FFA, un accès en tant que chercheur à la base de données elle-même. On m'avait très bien reçu, on m'a payé un resto, tout ça, mais on m'a dit non. C'est visiblement ce que les collègues avaient déjà eu quand ils avaient fait cette étude. Donc c'est un fichier auquel on ne peut pas accéder sans passer par ce qui est mis en place par la FFA, et c'est quelque chose qui semble pas être complet. Alors essayons de voir, même si les collègues en 97 disaient on ne peut pas rapprocher les statistiques de la mortalité routière du nombre de victimes indemnisées, ben, j'ai quand même essayé, et effectivement,
ça marche pas trop parce qu'on aurait, selon les données de France Assureur, hein, vous voyez, je vais quand même m'abreuver aux mêmes sources, 68 960 victimes directes en 2022 et on aurait 38 343 victimes indemnisées en 2022. Alors on est bien d'accord, il y a une différence entre le moment où il y a l'accident, le moment où il y a l'indemnisation, c'est pas pareil, enfin quand même, on a un ordre d'idée qui sera à peu près 1 sur 2. À partir du rapport, on peut essayer d'estimer la complétude. J'ai pris dans le rapport, la publication papier, un truc au hasard, les victimes survivantes avec une AIPP entre 10 et 14%. Il y en a 1666, nous dit le rapport, avec un fort taux de transaction, quelques décisions du premier degré, quelques décisions en appel. En 2022, les décisions des cours d'appel sont en open data. Donc normalement, on se sert des sources de données que l'on trouve. J'ai compté 34 décisions de cours d'appel en 2022 pour des victimes qui ont une AIPP entre 10 et 14%. Et donc je rapporte cela en me disant que cela ne fait que 1,3% du total des victimes. En faisant ce calcul, j'arrive avec 2615 victimes qui devraient être au total dans les données de la JIRA, des victimes qui ont entre 10 et 14% d'AIPP, donc 2615 au lieu de 1666. Donc on est à nouveau à cette idée que le fichier, il n'est pas sur la totalité des choses. Après, la base utilisée pour comparer n'est pas forcément complète, mais donc ça veut dire qu'on serait encore peut-être au-delà, donc avec un fichier encore moins plein. Le fichier n'est donc pas complet. J'ai essayé de regarder la complétude pour la partie juridictionnelle à partir de la consultation du fichier. Donc vous voyez, alors je ne sais pas si je peux vous mettre en place là, ici, un petit pointeur laser. Clac. Vous voyez, je saisis une victime de sexe masculin qui a 30 ans et un taux d'AIPP de 22%. Je rentre rien d'autre. Et déjà, le logiciel, il me dit, alors, j'ai étendu la recherche. L'âge de la victime, ça va être entre 28 et 32. Alors moi, je ne peux pas saisir entre 28 et 32, mais lui, il le fait pour moi. Et le taux d'AIPP, ça va être entre 19 et 25. Pourquoi ? Lui aussi, il peut faire ça. Et il me dit, j'ai 16 dossiers. À partir de là, donc là, on est sur des dates entre 2022 et 2024. Donc on est sur 16 dossiers sur 3 ans. Je vais poser la même question dans Temia. Et Temia me sort 12 dossiers. Vous allez me dire, le fichier des victimes indemnisées, c'est vachement plus complet. Non, parce que ce qui alimente Temia, c'est ce qui est en open data. Et notamment pour les décisions de première instance, elles n'ont commencé à arriver qu'en juin 2023, c'est-à-dire 1 an et demi après la profondeur qu'on a choisie ici. Et c'est toujours incomplet puisqu'on aura la totalité de l'open data pour les décisions de première instance, qui sont évidemment beaucoup plus nombreuses que celles de la Cour d'appel. On aura la totalité qu'en septembre 2025. Donc évidemment, le dossier de comparaison... Civil. Et puis encore, pas les correctionnels. Il faudra encore attendre pour le correctionnel. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc, on devrait avoir un écart beaucoup plus grand, en fait. On devrait avoir un écart beaucoup plus grand. Donc, le fichier, c'est toujours pareil, n'est pas complet. Ah oui, c'est vrai que si je suis un truc, il me faut le machin pour avancer. Autrement, ça ne va pas là. Je réfléchis aussi sur la transaction. D'après le rapport, quand on est entre 15 et 19% d'AIPP, on a 89,1% des dossiers qui sont transigés. Ici, c'est pas 9,9, pardon, c'est 10,9. Vous aurez rectifié de vous-même. Vous voyez bien que ça ne faisait pas 100%. Mais en gros, ce que l'on retient, c'est qu'on a à peu près, pour ce taux d'AIPP, 9 dossiers transigés pour un qui part au judiciaire. Quand on va consulter, cette fois-ci, pas le rapport, mais le logiciel, le fichier des victimes indemnisées, version logiciel. Je mets en hypothèse commune, comme tout à l'heure à peu près, je veux une victime de sexe masculin qui a 30 ans, une AIPP de 18. Alors toujours pareil, il m'élargit mes champs de recherche en me disant, alors pour la transaction, et ça je ne peux pas toucher, je ne peux rien y faire. Pour la transaction, je vais vous regarder les victimes entre 29 et 31 ans, ok. Pour le judiciaire, les victimes entre 28 et 32 ans. C'est malin, comme ça je ne peux pas calculer. Et l'AIPP, pour la transaction, comme il y en a plus, je fais une fourchette un peu plus resserrée, 17 à 19. L'AIPP pour le judiciaire, 16 à 20, parce qu'il y a un peu moins de dossiers, j'ai à peu près le même nombre de dossiers. Je fais donc une hypothèse fausse, mais une hypothèse de travail, parce qu'encore une fois, le fichier des victimes indemnisées ne me permet pas de faire autrement. Je suppose que la répartition est homogène, c'est-à-dire que j'ai autant de victimes qui ont 28 ans que de victimes qui ont 29 ans. Je dis que j'ai autant de victimes qui ont 19% d'AIPP que de victimes qui ont 20% d'AIPP. On est d'accord, c'est pas vrai. Mais enfin bon, il faut bien faire des calculs. Et j'arrive
à peu près en disant tout cela que l'on a au judiciaire, enfin si on a les hypothèses du judiciaire, on a 42 dossiers d'indemnisation, c'est-à-dire que si je pouvais rechercher les transactions, ce que le logiciel ne me permet pas, pour les victimes entre 28 et 32 ans d'une AIPP entre 16 et 20, je devrais tomber sur 42 dossiers, je ne peux pas vérifier ce chiffre, alors que si on respectait la même proportion, celle de 9 pour 1, je devrais avoir 126 dossiers, donc j'ai au minimum 3 fois moins de transactions que ce que je devrais trouver. À ce stade, je vous dis donc, le fichier est incomplet, et ce qui manque essentiellement, ce sont les transactions. Ça, je ne sais pas si c'est encore actuel. Surtout ceux qui travaillent en assurance, n'hésitez pas à me dire, c'est ce que les collègues avaient trouvé, c'était les fiches qu'il fallait remplir pour donner le fichier. Est-ce que maintenant, j'imagine qu'il y a une version informatique, j'ose espérer, et je ne sais pas si c'est aussi complète. Mais en tout cas, dans ces fiches, il y a longtemps, mais dans ces fiches, il y a beaucoup plus d'informations que ce que l'on trouve aujourd'hui dans le fichier. Pourquoi on n'a pas le reste, et par exemple le préjudice d'agrément. Pardon, là le préjudice d'agrément. Je pose maintenant la question, parce que le temps passe, il faut que j'avance, la sincérité du fichier des victimes indemnisées. Est-ce que les assureurs trichent ou pas? Alors d'abord, quand on regarde le document, j'ai regardé la valeur médiane, ça ce sont les chiffres du FFBI, pour les transactions en fonction du taux d'AIPP, et la valeur médiane, donc pardon, en transaction et en judiciaire. Et on voit que on obtient plus en judiciaire qu'en transaction. C'est honnête de le montrer. C'est dommage de ne pas faire cette distinction dans le rapport entre ce que l'on obtient, par exemple, pour les souffrances endurées, par exemple, pour le préjudice esthétique permanent. Il n'y a pas cette séparation qui est faite. C'est dommage, mais bon point ici, malgré tout. Ceci dit, les valeurs médianes des points de DFP, si on n'a pas l'âge de la victime, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on regarde les écarts par rapport aux chiffres qui sont constatés par TEMIA, les points médians, les chiffres qui sont constatés par TEMIA dans la juridiction, on est, et donc là je prends que ce qui est judiciaire, parce que TEMIA ne traite que ce qui est judiciaire, on est sur un fichier des victimes indemnisées qui apparaît plutôt plus élevé, alors quelquefois moins sur certains points, enfin à peu près conforme à ce que l'on trouve par d'autres moyens statistiques. Donc jusque-là, je dis, le fichier me semble absolument sincère. Quand on regarde les souffrances endurées à 4 sur 7. À gauche, ce carré avec la médiane au milieu, ce sont les chiffres du fichier des victimes indemnisées. Ici, c'est un référentiel bien connu des cours d'appel qui est représenté sur la même hauteur. Vous voyez, on a entre 8 000 et 20 000. Mais le fichier des victimes indemnisées me dit j'ai 50% des décisions qui sont entre 11 000 et 15 000. Donc en plein milieu du référentiel. Et ce qu'on observe au juridictionnel, c'est plutôt vers le haut du référentiel que vers le bas. En même temps, dans la mesure où le fichier des victimes indemnisées intègre des transactions, ça paraît tout à fait logique d'avoir ce genre d'écart. Si on regarde le préjudice esthétique permanent à 3 sur 7, on voit que la boîte du fichier des victimes indemnisées est supérieure au référentiel des cours d'appel. Il y a quand même 25% des décisions dans ce fichier qui sont à 9 000 € ou plus, alors que le référentiel des cours d'appel s'arrête à 8 000. Moi, j'ai l'impression que si je connaissais quelqu'un qui était actif dans ce référentiel, je lui suggérerais peut-être de le remonter un peu. On ne peut pas être décemment en dessous de ce que proposent les assureurs. Et d'ailleurs, et les décisions sont à peu près dans le référentiel. Ça veut dire que le référentiel va augmenter, c'est absolument formidable. C'est une bonne nouvelle que nous avons en avant-première pour tous ceux qui défendent les intérêts des victimes. Moins pour ceux qui s'inquiètent du montant que nous payons. Nous avons absolument la même chose pour le préjudice d'agrément pour un AIPP à 50%. Donc là, on n'a pas de référentiel pour le coup. Oh, pourquoi on n'a pas de référentiel? Mais en tout cas, on arrive à des chiffres qui sont très très cohérents et même très légèrement au-dessus de ce qui est constaté en jurisprudence. Donc je ne sais pas me l'expliquer pourquoi. Si, je pense que ça doit être une distinction entre l'appel et pas l'appel. Je pense que c'est ça les logiques entre première instance et cours d'appel. Enfin, c'est ça qui explique. Et si j'interroge le FVI, c'est-à-dire par le logiciel, parce que des fois qu'il triche sur le logiciel, donc c'est toujours pas commode à vérifier, mais vous voyez ça, ce sont les chiffres statistiques de TEMIA, ça ce sont les croix, ce sont les différentes décisions que me sort le FVI, et vous voyez, on est plutôt au-dessus, ou du moins on est plutôt cohérent, on est sur le haut de la boîte, donc le fichier est absolument sincère. Autrement dit, le FVI, il est lacunaire dans le contenu du fichier, mais il reste exploitable. Il semble sincère dans la manière dont il est alimenté.
La présentation du rapport, qui n'a pas changé depuis des années et des années, elle est vraiment perfectible, ne serait-ce qu'il faut passer des pages et des pages pour savoir combien il y a eu de victimes indemnisées à l'intérieur, et la consultation en ligne. Vraiment. Vraiment. Si vous avez les données, vous mettez 10 jours un développeur dessus, 800 € par jour, pour moins de 10 000 €, vous avez un nouveau truc hyper bien en ligne, et je n'ai même pas parlé de payer un Bangladais. Donc vraiment, on est sur un fichier qui mériterait d'être davantage exploité, parce qu'il est relativement complet, même s'il ne l'est pas assez. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de transactions, ça serait beaucoup plus clair. Il est en tout cas sincère, simplement là aujourd'hui, je suis sûr que personne ne s'en sert, et j'espère que ce n'est pas fait exprès. Merci. Merci beaucoup pour cette analyse particulièrement claire, précise et qui va surtout certainement conduire les compagnies d'assurance à améliorer la consultation du fichier et à le compléter. Certainement. Personne n'en doute dans cette salle. Place aux questions un petit peu, étant précisé que j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en fait il ne va pas y avoir de pause après cette table ronde, c'est-à-dire qu'on va enchaîner directement sur la table ronde suivante et qui concerne les professionnels qui vont à nouveau s'exprimer sur ce sujet.